Chapitre 7 Probabilité. Après le départ de maître Thibault, les trois hommes rapprochèrent leur siège de la table. À présent, à l'ouvrage, dit Japp en dévissant le capuchon de son stylo. 11 personnes voyageaient dans l'avion, c'est-à-dire dans le compartiment arrière, l'autre compartiment ne nous intéressant pas. Un de ces voyageurs a tué la vieille femme. Les uns étaient de nationalité anglaise, les autres de nationalité française. J'abandonne ceci au bon soin de M. Fournier, et je me charge de mes compatriotes. Des recherches devront être effectuées à Paris, c'est votre affaire, Fournier. Pas seulement à Paris, répliqua Fournier. En été, Madame Gisèle travaillait dans les plages à la mode. Deauville, Le Pinay, Wimereux. Elle se rendait souvent à Antibes, Nice et Cannes. Bien. Il me souvient qu'une ou deux passagères du Prométhée ont parlé du Pinay. À présent, nous arriverons au meurtre lui-même. Voyons qui vraisemblablement a pu se servir du chalumeau. Il déroula un plan du compartiment de l'avion et le plaça au centre de la table. Nous voici prêts à commencer le travail. D'abord, prenons les passagers l'un après l'autre et essayons de découvrir les probabilités et, chose plus importante, les possibilités. Commençons par éliminer M. Poirot ici présent, dit Fournier. Cela ramène le nombre à 10. Vous êtes trop confiant, mon ami, vous ne devriez vous fier à personne, non à personne. Bon, nous vous remettons au nombre des suspects, fit Japp en riant. Quant aux garçons, il est peu vraisemblable qu'ils aient emprunté de fortes sommes. En outre, tous deux sont bien notés dans le service. Je serais surpris d'apprendre que l'un d'eux eût trempé dans ce crime. Du point de vue des probabilités, nous les excluons donc, mais relativement aux possibilités, non, car ils allaient et venaient dans l'avion et pouvaient fort bien se placer dans l'angle droit du compartiment arrière pour souffler dans un chalumeau. Encore qu'il paraisse incroyable qu'un garçon puisse, sans se faire voir, lancer un dard empoisonné à l'aide d'un chalumeau dans un compartiment rempli de monde. Je sais par expérience que la plupart des gens sont aveugles comme des chauves-souris. Tout de même, il y a des limites. On pourrait tenir le même raisonnement en ce qui concerne les autres personnes. Il fallait être fou allié pour commettre un pareil meurtre. Il n'y avait qu'une chance sur 100 de ne point être découvert. L'assassin a eu une veine du diable. Il existe 1000 autres façons d'oxyre quelqu'un. Poirot, qui écoutait les yeux baissés tout en fumant sa cigarette, l'interrompit. Vous croyez que c'était une manière stupide de supprimer son prochain ? Eh oui, une vraie folie. Pourtant, elle a pleinement réussi. À nous trois, nous ne parvenons point à découvrir l'auteur du crime. N'est-ce pas là un succès pour l'assassin ? Dites de la chance, riposta Japp. Le meurtrier aurait dû se faire prendre plutôt 10 fois qu'une. Poirot eut un air de doute. Fournier le considéra avec curiosité. Monsieur Poirot, vous avez une idée de derrière la tête. Voulez-vous l'exposer ? Mon ami, voici mon point de vue. Une affaire doit être jugée d'après les résultats. Celle-ci a pleinement réussi. Cependant, on pourrait dire que c'est par miracle, observa le Français. Miracle ou non, les faits sont là, appuya Japp. Ne possédons-nous pas le témoignage des médecins et l'arme du crime ? Ah, si quelqu'un m'avait dit, il y a une semaine, que je serais appelé à enquêter sur un assassinat commis à l'aide d'un dard trempé dans du venin de serpent, j'aurais tout simplement éclaté de rire à la face de ce mauvais plaisant. Ce meurtre est une insulte à la science policière, oui, une insulte. Il respira profondément. Poirot sourit. Peut-être s'agit-il d'un crime commis par un détraqué affligé d'un sens pervers de l'humour, prononça Fournier rêveusement. Il importe avant tout de déterminer la psychologie du criminel. Japp se redressa en entendant ce mot psychologie qu'il détestait et dont il se méfiait comme de la peste. Voilà des paroles qui charmeront l'oreille de Monsieur Poirot, déclara-t-il. En effet, ce que vous dites tous les deux m'intéresse énormément. J'aime à croire que vous ne conservez aucun doute sur la façon dont Madame Gisèle a été tuée, demanda Japp, plein de suspicion. C'est que je connais votre esprit tortueux. Non, mon ami, sur ce point, mon opinion demeure inébranlable. La mort a été provoquée par le dard empoisonné que j'ai ramassé. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Cependant, il subsiste certains détails. Il fit une pause, hochant la tête d'un air perplexe. Japp poursuivit. Revenons à nos moutons. Nous ne pouvons éliminer définitivement les deux garçons, mais il est peu probable qu'aucun des deux ait commis le crime. Êtes-vous d'accord, monsieur Poirot ? Vous connaissez mon avis là-dessus. Au point où nous en sommes de l'enquête, je n'éliminerai personne. Comme il vous plaira. Maintenant, poursuivit Japp, au tour des passagers. Commençons par le fond du compartiment du côté des lavabos. Place numéro 16. De la pointe de son crayon, il indiqua l'endroit sur le plan.
La jeune coiffeuse Jane Grey, ayant gagné un lot au sweepstake, elle est allée le gaspiller au Pinet. Peut-être est-ce une passionnée du jeu. Se trouvant à court d'argent, elle aurait pu emprunter à la vieille dame. En ce cas, elle n'aurait point obtenu une grosse somme, et je ne vois pas comment Madame Gisèle aurait pu avoir prise sur cette jeune personne. Ensuite, une coiffeuse n'a guère l'occasion de se procurer du venin de serpent. Ce produit n'entre pas dans la composition des teintures capillaires ni des crèmes de beauté pour masser le visage. Je crois que l'emploi du venin constitue une faute de la part de l'assassin en ce qu'il resserre le cercle des recherches. À peine 2 personnes sur 1000 doivent connaître les effets foudroyants de ce venin spécial et sont à même de se le procurer. Voilà du moins un point éclairci, observa Poirot. Fournier lui lança un coup d'œil interrogatoire, mais Japp poursuivait son idée. Le meurtrier entre nécessairement dans l'une des 2 catégories suivantes. Il a dû beaucoup voyager de par le monde, étudier les serpents et les espèces les plus redoutables, et il connaît les mœurs de certaines tribus sauvages qui emploient ce venin pour tuer leurs ennemis. Voilà la catégorie numéro 1. Et l'autre ? Nous la trouvons dans le domaine des recherches scientifiques. Le venin du boomstang fait l'objet d'expériences de la part des savants les plus éminents. J'en ai touché un mot à Winterspoon. Le venin du cobra est également utilisé en médecine dans le traitement de l'épilepsie. Dans les laboratoires, on étudie beaucoup les effets du venin des différents serpents. Circonstance qui me paraît fort intéressante, dit Fournier. Oui, mais continuons. La jeune Jane Grey est donc exclue de ces 2 catégories. Ses mobiles semblent inexistants et les occasions de se procurer le poison nulles. Quant à souffler dans le chalumeau de sa place, c'est pratiquement impossible, constatez par vous-même. Les 3 hommes se penchèrent sur le plan. Voici le 16, et là le 2 où était assise Gisèle. Il y avait trop de place occupée entre ces 2 sièges. Si la jeune fille n'a pas bougé, et tout le monde affirme qu'elle n'a pas bougé, elle n'a pu viser Madame Gisèle pour la frapper sur le côté du cou. Je crois que nous pouvons l'écarter de l'affaire. Au numéro 12 se trouvait son vis-à-vis, Norman Gale, le dentiste. De lui, on peut dire également qu'il est sans importance. À cela près, pourtant, qu'il lui est plus facile de se procurer du venin. Ce genre d'injection n'est pas recommandé en chirurgie dentaire, murmura Poirot. Elle foudroierait les clients au lieu de les soulager. Un dentiste en fait endurer suffisamment à ses patients, dit Japp, grimaçant un sourire. Évidemment, il fréquente un milieu où il peut obtenir certains poisons. Quant à la possibilité, éliminons-la dès à présent. Elle s'est rendue au lavabo, c'est-à-dire dans la direction opposée. En regagnant sa place, il n'a pu aller à l'autre bout du couloir. Et pour lancer un dard qui atteignit le cou de la vieille dame, il aurait dû avoir sur lui un dard enchanté, se dirigeant à angle droit. Cet homme-là n'est pas coupable. D'accord, acquiesça Fournier. Et ensuite ? De l'autre côté du couloir, le 17. La place retenue par moi, dit Poirot. Je l'ai cédée à une dame qui désirait s'asseoir à côté de son ami. Il s'agit de l'honorable Vénétia Kerr, une femme influente. Peut-être a-t-elle emprunté de l'argent à Madame Gisèle. Cependant, elle ne paraît pas avoir de secret à cacher dans sa vie. À surveiller néanmoins, si Gisèle avait légèrement tourné la tête vers la fenêtre de sa place, l'honorable Vénétia pouvait fort bien lancer un dard en diagonale sur la nuque de la vieille dame. En ce cas, elle aurait dû se lever, geste un peu risqué de sa part. Mais elle appartient à cette catégorie de femmes qui, chaque automne, s'arment d'un fusil. Ce genre de sport doit, à mon avis, faciliter à quelqu'un l'usage d'un chalumeau. Tout cela est une question d'œil et d'adresse. Probablement, un de ses amis, ayant voyagé dans le monde entier, lui aura rapporté un de ces poisons indigènes. Mais quelle hypothèse vais-je chercher ? Vraiment, cette fois, je déraisonne. Vos soupçons me paraissent en effet peu fondés, confirma Fournier. J'ai vu Miss Kerr aujourd'hui même à l'audience, et elle ne me produit nullement l'impression d'une meurtrière. Siège 13, dit Japp, Lady Horbury, personnalité très discutable. Je suis au courant de certains faits que je vous raconterai tout à l'heure. Je ne serais pas surpris qu'elle eût à se reprocher 1 ou 2 petites fautes peu avouables. Il est parvenu à ma connaissance, annonça Fournier, que cette dame a perdu gros au baccarat pendant son dernier séjour au Pinet. Je vous remercie de ce renseignement. Lady Horbury appartient visiblement à ce genre de femmes qui ont recours au service d'une Madame Gisèle. Je partage entièrement cette opinion. Oui, mais comment aurait-elle commis le crime ? Elle non plus n'a point quitté sa place. Il lui aurait fallu s'agenouiller sur son siège et viser par-dessus le dossier, sous les regards de 10 personnes. Passons. 9 et 10, annonça Fournier, avançant son doigt sur le plan.
Hercule Poirot et le docteur Bryant, dit Japp. Qu'invoque Monsieur Poirot pour sa défense ? Le petit Belge secoua tristement la tête. « Mon estomac !» s'exclama-t-il d'une voix pathétique. « Hélas, le cerveau droit se soumettre à l'estomac, quelle misère !» Fournier le considéra avec sympathie. « Je suis également malade chaque fois que je prends l'avion. » Il ferma les yeux et hocha la tête en faisant une grimace expressive. Ensuite vient le docteur Bryant, une sommité médicale d'Harley Street. Je ne le vois guère empruntant de l'argent à une Française, mais sait-on jamais ? Et quand un scandale effleure la réputation d'un médecin, c'en est fini de sa situation. Voici où intervient mon hypothèse scientifique. Un homme comme Bryant, au fait de la carrière médicale, a accès dans les plus grands laboratoires, où il lui est extrêmement aisé de subtiliser un tube de venin de serpent. Le nombre de ces tubes est contrôlé et un homme habile peut y substituer un produit inoffensif. Et cela d'autant plus impunément qu'on s'appelle le docteur Bryant. Il y a beaucoup de vrai dans vos suppositions, acquiesça Fournier. Mais voici ce qui me chiffonne. Pourquoi le docteur Bryant a-t-il attiré l'attention sur l'empoisonnement par piqûre ? Il aurait tout aussi bien pu conclure à une mort naturelle, à une embolie par exemple. Poirot tout sauta. Les deux autres l'interrogèrent du regard. J'imagine que c'était le professionnel qui parlait en lui. Somme toute, la mort aurait pu être naturelle. Résulter de la piqûre d'une guêpe. Souvenez-vous qu'une guêpe volait dans le compartiment. Décidément, vous ne perdez pas de vue la guêpe. On dirait ma parole qu'elle continue de bourdonner à vos oreilles, remarqua Japp. C'est tout de même moi qui ai vu et ramassé l'épine fatale sur le parquet. Ensuite, il fallut bien admettre qu'on était en présence d'un crime. De toute façon, on aurait retrouvé l'épine. Poirot hocha la tête. À moins que le meurtrier ne l'eût récupérée sans se faire voir. Bryant ou un autre ? Hypothèse plutôt hasardeuse. Fournier ne partageait point cet avis. Vous en concluez ainsi à présent devant la preuve irréfutable d'un meurtre. Mais supposons que cette femme eût succombé subitement d'une embolie. Si quelqu'un avait laissé tomber son mouchoir et se soit baissé pour le ramasser, qui aurait songé à remarquer son geste ? C'est ma foi vrai, admit Japp. Bryant figurera donc définitivement sur la liste des suspects. En penchant la tête, il pouvait se mettre en position pour lancer le dard, en diagonale. Pourquoi n'a-t-il pas été vu ? Nous ne discuterons pas sur ce point. L'acte du criminel n'a attiré le regard de personne. Là-dessus, il y a sans doute une raison qui, selon ce que j'ai entendu, enchantera notre ami M. Poirot. Je veux parler d'une raison psychologique, dit en souriant M. Fournier. Continuez, mon cher, insista M. Poirot, ce point de vue m'intéresse prodigieusement. Supposons, poursuivit Fournier, que voyageant dans un train, vous passiez devant une maison en flammes. Aussitôt, tous les regards se tournent vers la fenêtre. L'attention générale se fixe sur un point unique. Dans un moment pareil, un homme peut tirer un poignard et tuer quelqu'un sans se faire voir des autres occupants. Parfaitement, dit Poirot. Je me rappelle un cas d'empoisonnement où il s'est produit ce que vous appelez un moment psychologique. Si un pareil cas était survenu durant la traversée du Prométhée, nous le saurons facilement en interrogeant les garçons et les passagers, acheva Japp. Bien. Toutefois, ce moment psychologique, en admettant qu'il eut lieu, a dû être provoqué par le meurtrier lui-même. C'est bien ainsi que je le conçois, opina M. Fournier. Je prends note de cette question à poser dans nos prochains interrogatoires, dit Japp. Arrivons à présent au siège numéro 8. Daniel Michel Clancy. Japp prononça ce nom avec un visible plaisir. Suivant ma modeste opinion, cet individu est le plus suspect de tous. Très commode pour un romancier de feindre une curiosité pour le venin de serpent et de persuader quelques savants chimistes sans méfiance de lui donner accès à son laboratoire. N'oubliez pas qu'il s'est rendu auprès de Madame Gisèle. Il est même le seul passager qui soit allé du côté de la défunte. Soyez tranquille, mon ami, nous ne négligeons pas de vue ce détail important, lui assura Poirot avec conviction. Japp poursuivit. Il a pu se servir de son chalumeau à très peu de distance, sans même recourir au moment psychologique, comme vous dites. Il avait beaucoup de chances de réussir. Selon son propre aveu, ne connaît-il pas parfaitement l'usage de cet instrument ? Cet aveu non sollicité me ferait plutôt hésiter à formuler un jugement contre lui. Simple artifice de sa part, dit Japp en outre, qui nous prouve que le chalumeau apporté par lui à l'instruction est celui qu'il acheta voici 2 ans ? Tout cela me paraît louche. Je ne pense pas qu'il soit très sain d'écrire continuellement des romans policiers et d'accumuler toutes sortes de documents sur le crime et les assassins.
Cela finit par vous fourrer des idées dans la tête. Il est indispensable pour un écrivain d'avoir des idées dans la tête, observa Poirot. Japp consulta le plan de l'avion. Numéro 4, M. Ryder occupait le siège immédiatement devant la morte. Je ne crois pas que ce soit lui le coupable. Néanmoins, nous devons retenir son nom, car il s'est rendu au lavabo. Il a pu faire le coup en regagnant sa place, et même de près. Le seul point embarrassant, c'est qu'il aurait opéré en présence des 2 archéologues, qui l'eussent sûrement remarqué. Poirot hocha pensivement la tête. On voit bien que vous n'avez pas fréquenté beaucoup d'archéologues. Si messieurs Dupont étaient en pleine discussion, soyez certains, cher ami, qu'ils demeuraient aveugles et sourds à tout ce qui se passait autour d'eux. Ils se trouvaient sans doute transportés en l'an 5000 avant Jésus-Christ, et pour eux, l'an 1936 n'existait plus. Japp paraissait légèrement sceptique. Eh bien, à leur tour maintenant de passer sur la sellette. Que savez-vous sur les Dupont, monsieur Fournier ? Monsieur Armand Dupont est un des archéologues les plus distingués de France. Cela ne nous avance guère. À mon sens, leur place dans le compartiment était excellente pour viser Madame Gisèle. Ces gens-là ont roulé leur bosse dans tous les pays du monde et recueilli sans doute une foule de souvenirs curieux. Pourquoi n'auraient-ils pas, entre autres, rapporté des venins mortels de pays sauvages ? Oui, cela est fort possible, dit Fournier. Mais vous n'y croyez pas ? Fournier hocha la tête. Monsieur Dupont ne vit que pour la science. Il a le feu sacré. Autrefois, il tenait un magasin d'antiquités et il a sacrifié une affaire prospère, très prospère, pour se consacrer aux recherches archéologiques. Lui et son fils s'adonnent corps et âme à leur idéal. Il me semble improbable qu'il soit mêlé à un crime. Je ne dis pas impossible, remarquez-le bien. Depuis l'affaire Stavinsky, je suis prêt à tout admettre. Fort bien, dit Japp. Il prit la feuille de papier sur laquelle il avait inscrit quelques notes et lut. Voici où nous en sommes. Jane Grey. Probabilité médiocre, possibilité pratiquement nulle. Gale. Probabilité médiocre et possibilité nulle. Miss Kerr. Probabilité bonne, possibilité pour ainsi dire nulle. Monsieur Poirot. Presque sûrement le criminel. Le seul homme à bord capable de créer le moment psychologique. Japp éclata de rire, heureux de sa plaisanterie. Poirot sourit avec indulgence. L'homme de Scotland Yard reprit. Bryant, probabilité et possibilité toutes deux bonnes. Clancy, motif douteux, probabilité et possibilité excellentes. Ryder, probabilité incertaine, possibilité assez bonne. Les 2 Dupont, probabilité médiocre quant au motif, bonne quant au moyen d'obtenir le poison, possibilité bonne. Voilà. Il me semble un résumé assez clair de la situation. Il nous reste à procéder à l'enquête selon la manière ordinaire. Je m'occupe d'abord de Clancy et de Bryant. Il conviendrait de sonder leur passé et de voir si récemment ils n'ont pas eu besoin d'argent. Puis je me renseignerai sur leurs faits et gestes durant l'année dernière. Idem pour Ryder, sans oublier entièrement les autres. Je chargerai Wilson de fourrer le nez dans leurs antécédents. Monsieur Fournier prendra en main les Dupont. L'homme de la Sûreté Générale acquiesça. Entendu, comptez sur moi, je retourne à Paris dès ce soir. Sans doute sera-t-il possible de faire parler Élise, la bonne de Madame Gisèle, maintenant que nous sommes au courant de bien des choses. Je vérifierai également les allées et venues de Madame Gisèle ces derniers temps, où elle a passé l'été. Elle s'est rendue 1 ou 2 fois au Pinet, je verrai quelle personne anglaise elle a pu y rencontrer. Ah, il y a du pain sur la planche. Tous 2 regardèrent Poirot, absorbés dans ses pensées. Et vous, monsieur Poirot, vous ne nous apportez pas votre concours ? Poirot sembla sortir d'un rêve. Si, j'aimerais accompagner monsieur Fournier à Paris. Enchanté, dit le Français. Eh bien, mon cher Poirot, à quoi songez-vous ? Demanda Japp. Votre mine m'intrigue. Vous avez quelques petits problèmes en tête, hein ? 1 ou 2, mais bien difficiles à résoudre. Dites-nous un peu de quoi il s'agit. Ce qui me tracasse, c'est l'endroit où fut retrouvé le chalumeau. Parbleu, un peu plus, on vous coffrait parce que cet instrument a été ramassé à votre place. Poirot secoua la tête. Ce n'est pas le fait qu'on l'ait fourré derrière mon siège qui me tracasse. Mais pourquoi a-t-on choisi ce genre de cachette ? C'est très simple, il fallait bien dissimuler l'objet quelque part. Le meurtrier ne pouvait risquer qu'on le découvrît sur lui. Évidemment, mais vous avez peut-être remarqué en examinant l'avion que si les fenêtres ne s'ouvrent pas, chacune d'elles est munie pour la ventilation d'un cercle de petits trous ronds que l'on ouvre ou que l'on ferme en tournant une plaque de verre.
Ces orifices sont suffisamment grands pour y passer le chalumeau, quoi de plus facile que de se débarrasser ainsi de cet instrument. Il tombe à terre et il y a des chances qu'il ne sera jamais retrouvé. J'y vois une objection. Le meurtrier craignait d'être surpris pendant qu'il essayait d'introduire le chalumeau dans les trous du ventilateur. « Allons donc !» s'exclama Poirot. « S'est-il gêné pour porter le chalumeau à ses lèvres et envoyer le dard mortel ?» « Admettons que mon hypothèse soit absurde, reconnut Japp. Toujours est-il qu'on a découvert le chalumeau derrière le coussin d'un siège. Il n'y a pas à sortir de là. » Poirot ne répondit pas. Le Français le questionna. « Est-ce que cela vous fournit une idée ? Ces faits me suggèrent du moins une nouvelle façon de voir. » De ses longs doigts distraits, il redressa l'encrier que la main nerveuse de Japp avait légèrement déplacé. Levant brusquement la tête, le petit Belge demanda. « À propos, mon cher Japp, avez-vous dressé la liste détaillée de tous les objets appartenant aux passagers ? Vous me l'aviez promise. »